j'espère que vous avez compris cette partie-là. Il nous restera une partie que vous étudierez demain, mais du coup, on ne pourra pas la faire en live puisque jeudi, vendredi, c'est férié. Je vous enverrai quand même le TD que vous ferez, on va dire, en autocorrection, sans doute. On verra. Et puis de toute façon, lundi, du coup, j'en reparlerai quand on sera revenu en cours en présence. Je reviendrai sur la dernière partie où, s'il y a des points à revoir sur ce chapitre, on pourra en reparler. Voilà. Écoutez, il est 13h30. Vous êtes 35 sur... maintenant, on est 43, je crois. Donc, il en manque quelques-uns, mais ça va venir. Allez, on démarre, parce que si on ne veut pas être en retard. Donc, on avait fait donc, toute la première partie. On avait vu la définition d'un espace vectoriel de dimension finie. On avait vu ce qu'on appelait donc la dimension. Je ne reviens pas sur tout ça, mais voilà, le théorème de la base incomplète, Voilà, le théorème de la base extraite. Ok, je comprends. Après, donc, la Je vais définition voir de la ça alors. dimension. Donc, tout ça, Ok. j'espère que c'est bien J'y compris. ai travaillé. On avait vu ensuite bien N'hésitez des pas. choses très importantes, voilà, des choses comme ça. Quand un espace de dimension n, toute famille libre, au maximum n éléments, toute famille génératrice au minimum n éléments. Et puis, voilà, cette propriété-là est vraiment importante, la 2911. Elle permet donc de montrer qu'une famille est une base Voilà. sans avoir besoin de Ok. démontrer qu'elle est à la Pour fois libre et définir génératrice. l'amplitude Pour ça, il de suffit qu'elle soit de même contact. cardinal que la dimension de l'espace, et puis qu'elle soit libre ou génératrice. Alors, dans la plupart des cas, on démontre qu'elle est libre, mais parfois on démontre qu'elle est génératrice. Donc, voilà. L'exercice qu'on avait fait en TD la dernière fois, on avait montré qu'elle était génératrice. Ici, l'exemple qui est donné, la famille est libre, ici aussi, puisque c'est une famille échelonnée en degrés. Donc, c'est plus souvent qu'on procède en montrant que la famille est libre, mais quand même, ça peut arriver qu'on montre qu'elle soit génératrice. On l'avait fait avec vous vous rappelez, les polynômes PK, on avait montré qu'x puissance P, que la formule du binôme pouvait s'écrire comme combinaison linéaire de ces polynômes-là. C'était l'exercice du dernier TD. Et on avait vu aussi, excusez-moi, la notion de dimension d'un sous-espace vectoriel. Donc, on avait vu que la dimension d'un sous-espace vectoriel est toujours, enfin, qu'un espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie est lui-même de dimension finie, et que sa dimension, elle est inférieure à la dimension de l'espace. Et qu'il y aura égalité si et seulement si, en fait, ils sont égaux. D'accord? Et donc, ça donne une méthode aussi pour démontrer que deux sous-espaces vectoriels de dimension finie sont égaux. Il suffit de montrer donc une inclusion et l'égalité de dimension. Pas besoin de démontrer donc les deux inclusions. Voilà. Et puis, on avait terminé sur le rang d'une famille de vecteurs, à quelques propriétés. Donc, je démarre les nouveautés. Je regarde combien vous êtes. On est 40 en tout, donc vous êtes 39. Je n'ai pas le temps de voir qui n'est pas là, donc c'est pas grave. Voilà. Alors, donc, on démarre. Donc, cette nouvelle partie, somme et dimension. Donc, d'abord, quelques petits résultats. D'abord, sur les sous-espaces supplémentaires. Donc, je rappelle la définition d'un sous-espace supplémentaire, enfin, deux sous-espaces supplémentaires. Deux sous-espaces sont des supplémentaires si tout élément de E peut s'écrire de manière unique comme la somme d'un élément de chacun des deux espaces. D'accord? Et après, on avait vu que c'était équivalent à dire qu'ils sont en somme directe et que la somme est égale à la somme des deux sous-espaces. D'accord? Alors ici, un premier résultat qui est que tout sous-espace vectoriel d'un cas vectoriel de dimension finie admet au moins un supplémentaire. C'est-à-dire que quand on est dans un espace vectoriel de dimension finie, bien, tout sous-espace vectoriel admet au moins un supplémentaire. Alors la démonstration est relativement simple. Ici, donc, on prend E, un cas vectoriel de dimension, je supposais n, d'accord, et E1, un sous-espace vectoriel de E. Donc, on sait que E1 est de dimension finie, puisque c'est sous-espace vectoriel d'un sous-espace vectoriel de dimension finie, et je notais P la dimension de E1. Si jamais E1 est le singleton 0E, d'accord, qui est bien un sous-espace vectoriel de E, alors grand E, c'est un supplémentaire de E1. D'accord, puisque E1 inter E, ça sera évidemment le singleton 0E, et puis que E1 plus E, c'est E1. C'est E, pardon. De même, si E1 c'est E, alors le singleton 0E, c'est un supplémentaire de E. D'ailleurs, là, on est dans les deux seuls cas où il y a unicité du supplémentaire. Voilà. Ici, E1 égale 0E, le seul supplémentaire de 0E, c'est E. Et ici, E1 égale E, le seul supplémentaire de E, c'est le singleton 0E. Dans les autres cas, il y a bien sûr une infinité de supplémentaires. Là, on va voir qu'il y en admet au moins un. Donc maintenant, on suppose que E1 n'est pas égal au singleton 0E et que E1 n'est pas égal à E non plus. D'accord? Donc, comme E1 n'est pas égal au singleton 0E, sa dimension est au moins égale à 1. Donc, c'est-à-dire que P il est au moins égal à 1. D'accord? Et P sera inférieur ou égal à n-1, puisque comme E1 est différent de E, bien la dimension de E1 n'est pas égale à E, donc elle est strictement inférieure à n, et donc c'est inférieur ou égal à n-1. Et donc, forcément, n est au moins égal à 2. Sinon, évidemment, ici, il y aurait un nombre nul. D'accord? Et donc, ici, bien, maintenant, on prend une base de E1.
Ça existe, puisque E1 n'est pas de dimension 0. Donc, l'ensemble, le sous-espace vectoriel, je devrais dire E1, il admet une base, E1, EP. Hein, d'accord. Puisque c'est une base de E1, c'est une famille libre de E. Hein, d'accord. Et donc, grâce au théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de E. Donc, on rajoute des vecteurs éventuellement, parce que si jamais E1 c'était E, mais là, ce n'est pas le cas, on n'en rajouterait pas. Donc, on la complète. Et on a vu dans le chapitre 28 que quand on a une base de E, comme ceci, eh bien, le sous-espace vectoriel formé par les P premiers vecteurs et le sous-espace vectoriel formé par ceux qui restent sont supplémentaires. D'accord. Et bien ici, donc, si je considère vec de EP plus 1 En, eh bien, ça sera un supplémentaire de vec de E1 EP, c'est-à-dire un supplémentaire de E1. Donc, on a bien démontré que voilà, E1, il admet au moins un supplémentaire, parce que j'en ai donné un, hein, d'accord, ce qui prouve bien le résultat. Donc, en dimension finie, hein, tout sous-espace vectoriel admet au moins un supplémentaire. Donc, ça, c'est le premier résultat qu'il faut retenir, qui est assez simple à retenir. Autre résultat qui va être très utile, c'est que quand on a un E, un K-espace vectoriel, ici, vous voyez qu'il n'est pas supposé, a priori, de dimension finie. Hein, et si on a E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels de E, eh bien, si E1 et E2 sont tous les deux de dimension finie, alors on pourra en déduire que E est de dimension finie, c'est-à-dire que l'espace vectoriel tout entier est de dimension finie, et qu'en plus, la dimension de E, c'est la dimension de E1 plus la dimension de E2. Alors, généralement, on le sait, hein, que E est de dimension finie. Ce qui est surtout intéressant, c'est cette relation-là. C'est-à-dire que quand on a deux sous-espaces supplémentaires, la somme de leurs dimensions est égale à la dimension de l'espace. D'accord. Alors, ça se démontre très facilement. Hein. Ça vient justement de ce qu'on a utilisé en fait ici. Hein. C'est-à-dire que on élimine les cas triviaux. Hein. D'accord. Si E1 ou E2 est égal à 0E, le résultat est évident. Par exemple, si E1 c'est 0E, alors E2 c'est E. Hein. Et donc E est de dimension finie, hein, puisque E2 c'est E, enfin E c'est E2 et que E2 est supposé de dimension finie. Hein. Et la dimension de E1 plus la dimension de E2, la dimension de E1 c'est 0, la dimension de E2 c'est la dimension de E, et donc ça fait 0 plus la dimension de E, c'est-à-dire bien la dimension de E. Et donc ça marche, et l'autre cas est identique, hein, c'est-à-dire si E1 égale E, ou si E2 égale 0, ce qui revient au même. Et sinon, c'est une conséquence immédiate de la proposition 28-29. D'où ça vient, ça? C'est parce que, c'était quoi cette proposition? Alors, je ne vais pas vous la remontrer, mais c'est que si on a une base ici de E1 et ici une base de E2, comme ils sont supplémentaires, en les regroupant, ce qu'on appelle en les concaténant, on obtient une base de E. C'est-à-dire que si ici j'ai par exemple E1 EP qui est une base de E1 et puis EP plus 1 En qui est une base de E2, alors la famille E1 jusqu'à En est une base de E. Et donc la dimension de N, la dimension de E, ça sera N, qui sera bien la somme de P plus la dimension de celui-ci qui sera N moins P. Donc ça utilise le résultat 28-29 qui dit que quand deux sous-espaces sont supplémentaires, et qu'on regroupe une base de l'un et une base de l'autre, on obtient une base de l'espace vectoriel tout entier. Donc c'est ça qu'on utilise, et donc le résultat est immédiat. Un corollaire de ça, c'est que tous les supplémentaires d'un même sous-espace vectoriel, parce que je répète qu'en général, il n'y en a pas qu'un seul, eh bien, sont toujours de même dimension. C'est très simple. Vous prenez E, un espace vectoriel de dimension finie, donc petit n. Ici, alors là, on suppose que E est de dimension finie, ce qui n'était pas le cas ici. D'accord. Et on prend E1, un sous-espace vectoriel de E, E2, un supplémentaire de E1 dans E, d'accord. Et E2 donc existe d'après cette proposition-là, d'accord. Bien, grâce au résultat qu'on vient de voir, E1 il va être de dimension finie P, d'accord, puisque c'est un sous-espace vectoriel, etc. Donc inférieur à n. E2 sera également de dimension finie, puisque c'est un sous-espace vectoriel de E. Et d'après la proposition précédente, qui est donc celle-ci, la dimension de E2 sera la dimension de E moins la dimension de 1, c'est-à-dire n moins P. Et donc, on voit qu'en fait, n'importe quel supplémentaire de E1, ici que j'ai appelé E2, sera toujours de dimension N-P. Donc, en fait, ils ont toujours la même dimension, ces supplémentaires, c'est toujours la dimension de l'espace moins la dimension du sous-espace vectoriel dont on cherche un supplémentaire. D'accord. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un espace de dimension 5 et que vous avez un sous-espace vectoriel E1 de dimension 3, eh bien, ces supplémentaires sont forcément de dimension 2. Donc, ils ont toujours la même dimension, en l'occurrence, ici, 2 dans mon exemple. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était une relation qui existe entre les dimensions de deux sous-espaces supplémentaires. Si E1 et E2 sont supplémentaires, ils sont tous les deux de dimension finie, alors grand E de dimension finie, et la somme des dimensions de 1 et de dimension de 2 est égale à la dimension de E. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas général, s'ils ne sont pas supplémentaires donc? Alors, avant ça, donc, on va parler de la dimension de ce qui se passe lorsqu'on est en somme directe, et puis après on aura le cas général qu'on appelle donc la formule de Grassmann. D'accord. Alors, bien ici, si jamais on a deux sous-espaces qui sont donc en somme directe,
D'accord? Donc E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels de dimension finie d'un cas vectoriel E quelconque. E ici n'est pas supposé être de dimension finie. Il peut l'être, mais ce n'est pas obligatoire. Eh bien, si E1 et E2 sont en somme directe, alors E1 plus E2, d'accord? E1 plus E2, donc c'est la somme des deux sous-espaces vectoriels, E1 et E2. Pour rappeler qu'ils sont en somme directe, je rappelle qu'on met un petit cercle ici, hein, d'accord? Mais ça, je répète que juste, si vous écrivez juste ça, là, E1 plus E2, ce n'est pas un raccourci pour dire qu'ils sont en somme directe. E1 plus E2, c'est l'ensemble E1 plus E2. D'accord? Et on rajoute juste un petit cercle pour rappeler qu'ils sont en somme directe. Mais on n'est même pas obligé de le faire. Donc je pourrais très bien écrire E1 plus E2 avec un plus normal. D'accord? Alors donc E1 plus E2 est de dimension finie. Et la dimension du sous-espace vectoriel E1 plus E2, c'est la dimension de E1 plus la dimension de E2. Bah, évidemment, ça découle directement de ça. Parce que, évidemment, quand vous avez deux sous-espaces qui sont en somme directe, on peut dire qu'ils sont supplémentaires dans E1 plus E2. Puisque, évidemment, comme ils sont en somme directe, E1 inter E2, c'est le singleton 0E. Et puis, évidemment, E1 plus E2, ça fait bien E1 plus E2, évidemment. Donc, on est ramené, en fait, à la proposition ici, en remplaçant E par E1 plus E2. Parce que dans ce cas-là, quand ils sont en somme directe, je répète, ils sont supplémentaires dans E1 plus E2, comme je l'ai écrit. D'accord? Donc, quand vous avez des. C'est ça qu'il faut retenir. Quand vous avez des sous-espaces vectoriels qui sont en somme directe et qui sont tous les deux de dimension finie, alors la somme des deux est de dimension finie, premier résultat. Et en plus, la dimension de la somme, c'est la somme des dimensions. D'accord? Alors après, on en revient donc au cas général qu'on appelle donc la formule de Grassmann. Alors faites attention à l'orthographe de Grassmann, il y a deux S, un seul M et deux N. Enfin, si vous faites une erreur, ce n'est pas dramatique, mais bon. Donc, ici, de quoi s'agit-il? Si vous avez donc E1 et E2 qui sont deux sous-espaces vectoriels de dimension finie d'un cas espace vectoriel E quelconque, donc je mets quelconque pour dire qu'il n'est pas a priori supposé de dimension finie, alors on va avoir que E1 inter E2 et E1 plus E2 qui vont être eux aussi de dimension finie. Et en plus, on aura cette relation-là, qui est que la dimension de E1 plus E2, c'est la dimension de E1 plus la dimension de E2, moins la dimension de E1 inter E2. C'est ça qu'on appelle la formule de Grassmann. Alors, démonstration un peu plus longue, évidemment. Alors, cette formule fait un petit peu penser au cardinal de A union B, qui est le cardinal de A plus le cardinal de B, moins le cardinal de A inter B. Alors, faites attention à ça, parce que déjà, les dimensions, voilà, il ne faut pas confondre avec la notion de cardinal. La dimension de E1 plus E2, ce n'est pas le cardinal de E1 plus E2, évidemment. Parce que E1 plus E2, sauf s'ils sont tous les deux nuls, c'est un ensemble qui est infini. Un espace vectoriel, c'est toujours un ensemble qui est infini. Sauf dans le cas où il est égal au singleton 0. Mais sinon, dans tous les autres cas, il est infini, parce que dès que vous avez un élément x non nul, tous les alpha x sont dedans. Donc évidemment, il admet une infinité d'éléments. Donc il n'y a pas de cardinal. Ne parlez pas du cardinal d'un espace vectoriel. Ça n'a aucun sens. Sauf si cet espace vectoriel, c'est juste le singleton 0. Mais sinon, ça n'a aucun sens. Donc déjà, ce ne sont pas des cardinaux. Et surtout ici, ce n'est pas E1 union E2, mais E1 plus E2. Je rappelle que E1 union E2, ça n'aurait aucun sens, puisque en règle générale, même si E1 et E2 sont des sous-espaces vectoriels, E1 union E2 ne l'est pas, lui. D'accord? Vous vous rappelez, on avait fait un exercice où on avait montré que F union G est un sous-espace vectoriel, c'est seulement si bien, F est inclus dans G ou G est inclus dans F. Donc, la réunion de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel uniquement quand l'un est inclus dans l'autre, quand l'un des deux est inclus dans l'autre. D'accord? Ce qui généralement n'est pas le cas. D'accord? Donc ici, c'est bien une somme. Donc, c'est surtout pas une union. D'accord? Donc, faites attention à tout ça. Donc, ici, la formule, c'est donc la dimension de E1 plus E2, c'est la dimension de E1 plus la dimension de E2 moins la dimension de E1 inter E2. D'accord? Voilà. Alors, je ne vais pas relire toute la démonstration parce que ça va nous prendre du temps et puis ce n'est pas essentiel. D'accord? Alors, déjà, évidemment, E1 inter E2, il est de dimension finie puisque c'est un sous-espace vectoriel de E1 et que E1 est de dimension finie. C'est aussi un sous-espace vectoriel de E2. Et E1 plus E2, pourquoi il est de dimension finie? Je vous ai mis d'après le préambule. Alors, le préambule, je l'ai sauté. Et c'est ça, en fait. C'est que lorsque vous avez deux. Ah, je termine et puis je regarderai la question. J'ai entendu une notif. Oui, bref. Donc, lorsque E1 et E2 sont deux sous-espaces vectoriels de dimension finie, d'accord, eh bien, E1 plus E2, il est forcément de dimension finie. Pourquoi? C'est un résultat qu'on avait vu. C'est que lorsqu'on a une famille génératrice de E1 et une famille génératrice de E2, en les concaténant, on obtient une famille génératrice de E1 plus E2. D'accord? Et donc là, on a donc une famille génératrice finie de E1 plus E2. Et donc, par définition, ça veut dire que E1 plus E2 est de dimension finie. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a 2 points là au lieu d'un seul. Bref, voilà. Alors, je vais regarder la question qu'on m'a posée. Ah, d'accord. Alors, exactement ça. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par exactement ça, mais OK. OK. Alors, je reviens sur mon PDF. Alors, ouais, on pourra reparler d'école si vous voulez, mais
Donc ici, j'en étais où? Oui, ça, j'avais dit qu'il y avait un point de trop là. Voilà, donc la formule de Grassmann. Donc pour y parvenir, ben voilà, on fait apparaître une base en fait, hein, d'accord? Une base de E1 plus E2, en connaissant une base de E1, une base de E2, une base de 1 terre E2, etc. D'accord? Donc c'est un petit peu longuet, mais c'est pas monstrueux non plus, hein. Si vous l'avez lu, je pense que vous avez pu comprendre la démonstration. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle donc la formule de Grassmann. C'est une formule vraiment importante, d'accord? Donc il faut l'apprendre, hein, que là, voilà, quand on a E1 et E2 qui sont deux sous-espaces de dimension finie, alors non seulement E1 terre E2 et E1 plus E2 sont de dimension finie, ce qui généralement ne pose pas de souci, hein, ce qui est surtout important, c'est la relation qui existe ici. D'accord? Voilà. Alors, d'ailleurs, on pourrait peut-être, dès maintenant, je crois, corriger le premier exercice du TD, hein, parce que, a priori, je crois qu'il ne nécessite pas d'autres connaissances que ça. Donc, on va regarder ça, hein. J'espère que vous avez réussi cet exercice, il était très court, hein. Donc ici, hein, voilà, on a F et G, hein. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, si je vais trop vite, hein, je ne me rends pas bien compte, quand on est à distance, hein, donc, parce que je n'ai pas votre ressenti évidemment, donc peut-être que je vais vite. Donc si on a F et G, hein, deux sous-espaces vectoriels de dimension 3, donc on imagine qu'on a donc deux sous-espaces vectoriels de même dimension, en l'occurrence 3, d'un cas espace vectoriel E de dimension 5. D'accord? Il faut montrer que F inter G est différent de singleton 0, 1. J'aurais très bien pu poser la question, montrer que F et G ne sont pas en somme directe. D'accord? Puisque F et G en somme directe, c'est équivalent à prouver que leur intersection est égale au singleton 0, 1. Ce n'est pas la définition, parce que la définition de deux sous-espaces en somme directe, c'est, par exemple, F et G, c'est que tout élément de F plus G se décompose de manière unique en la somme d'un élément de F et d'un élément de G. On avait démontré que c'était équivalent à dire que l'intersection était égale au singleton 0, 1. Donc ici, on a un espace E de dimension 5, F et G, deux sous-espaces de E, donc ils sont forcément de dimension finie. On vous dit qu'ils sont de dimension 3, d'accord? Et il faut montrer que F et G ne sont pas en somme directe. Alors, j'espère que vous avez réussi à faire ça, c'est assez rapide. Donc, comme F et G sont tous les deux de dimension finie, je vais appliquer le théorème qu'on vient de voir, hein, d'accord? Je peux dire que leur intersection et leur somme est de dimension finie, et on a cette relation-là. D'accord? Donc, ils sont F plus G et F inter G sont de dimension finie, et la dimension de F plus G, c'est la dimension de F, plus la dimension de G, moins la dimension de F inter G. Comment je vais prouver que F inter G n'est pas égal au singleton 0, en prouvant qu'il est de dimension au moins 1. D'accord? Donc, je vais prouver que la dimension de F inter G est au moins égale à 1. D'accord? Donc, du coup, je m'intéresse à la dimension de F inter G, donc je renverse ça, puis je passe ça de l'autre côté. Enfin, bon, c'est trivial, ça. On a cette relation-là. D'accord? F plus G, d'accord? C'est la somme de deux sous-espaces vectoriels de E. Donc, c'est un sous-espace vectoriel de E. D'accord? Et donc, sa dimension, elle est inférieure à la dimension de E. D'accord? Puisque F plus G, c'est un sous-espace vectoriel de E. D'accord? Et donc, on obtient que la dimension de F plus G, elle est plus petite que 5. D'accord? Et donc, du coup, on en déduit que, grâce à cette ligne-là, qui est ici, que la dimension de F inter G, elle est plus grande que la dimension de F plus la dimension de G moins 5. J'espère que tout le monde comprend bien. C'est comme on a ça, en multipliant par moins 1, j'obtiens que moins dimension de F plus G est supérieure ou égale à moins 5. Je rappelle que quand on multiplie par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc j'ai ici cette expression-là, moins dimension de F plus G, elle est plus grande que moins 5. Et donc, eh bien, j'ai dimension de F inter G qui est plus grand que dimension de F plus dimension de G moins 5. Et puis comme d'après l'énoncé, dimension de F et dimension de G, elles valent toutes les deux 3, bien on obtient que la dimension de F inter G, c'est plus grand que 3 plus 3 moins 5, c'est-à-dire 1. Et donc, puisque la dimension de F inter G est au moins égale à 1, ça veut dire que F inter G n'est pas égal au singleton 0, parce que s'il était égal au singleton 0, sa dimension serait égale à 0. D'accord? Et donc, on a terminé cet exercice. On a bien que F inter G n'est pas égal au singleton 0. Je répète, ça signifie que F inter G, F et G, pardon, ne sont pas en somme directe. Voilà, donc un exemple d'application tout bête de la formule de Grassmann. Alors, voilà. Donc j'espère que vous aviez réussi à faire cet exercice. Donc je vais passer à l'exercice 2, mais on ne va pas le faire tout de suite, lui. Voilà. Donc un exemple d'application de la formule de Grassmann, et puis il y en avait un autre ici. Voilà. Alors, si vous l'avez cherché. Alors, un corollaire de la formule de Grassmann, donc cette formule-là, qui est que, bien, si on a E1 et E2 qui sont deux sous-espaces vectoriels de dimension finie d'un cas espace vectoriel E quelconque, alors je n'ai pas remis que E1 plus E2 était de dimension finie parce qu'on l'a déjà vu ça.
D'accord, ici, hein, voilà. Lorsque E1 et E2 sont deux espaces de dimension finie, eh bien, E1 plus E2 est également de dimension finie. Donc, je ne l'ai pas réécrit. Hein, d'accord. Là, je l'avais écrit, hein, mais je ne l'ai pas écrit à chaque fois. Hein. Donc, ici, E1 plus E2 de dimension finie, et la dimension de E1 plus E2, elle est plus petite que la dimension de E1 plus la dimension de E2. Donc, la dimension d'une somme est toujours inférieure ou égale à la somme des dimensions. D'accord. Alors, bien, ça découle directement de ce qui est au-dessus, hein, parce qu'en fait, hein, la dimension de la somme, c'est la dimension de 1 plus la dimension de 2, moins ça, et comme ce nombre-là, c'est un nombre positif, et donc eh bien, la dimension de 1 plus 2, elle est toujours inférieure à la dimension de 1 plus la dimension de 2. Donc ça, c'est toujours vrai. Ça fait penser aussi, hein, au cardinal de A union B qui est inférieur ou égal au cardinal de A plus le cardinal de B. Hein, toujours. Et on a un résultat très utile qui est la caractérisation d'une somme directe en dimension finie. Donc si on a E1 et E2 qui sont deux sous-espaces vectoriels de dimension finie, un cas factoriel E qui lui est supposé quelconque, eh bien, ils seront en somme directe si et seulement si la dimension de la somme, c'est la somme des dimensions. Donc, il y a une équivalence, parce qu'il y a un si et seulement si, et donc une double implication. On a déjà démontré tout à l'heure une implication, parce qu'on a déjà vu que si E1 et E2 sont en somme directe, alors la dimension de E1 plus E2, c'est la dimension de E1 plus la dimension de E2. C'était donc ce résultat-là. Donc, s'ils sont en somme directe, on sait déjà que la dimension de la somme est égale à la dimension de E1 plus la dimension de E2. Donc, on a déjà démontré une implication. L'autre implication, donc il s'agit de démontrer que si on a cette égalité-là, alors ils sont en somme directe. Eh bien, c'est tout simple. On va utiliser la formule de Grassmann. Donc, on suppose que la dimension de 1 plus 2, c'est la dimension de 1. Grâce à la formule de Grassmann, la dimension de l'intersection, d'accord, ça sera donc la somme des dimensions moins la dimension de la somme. D'accord, ici. Hein. Et donc, ça va faire 0, puisque par hypothèse, la dimension de 1 plus 2, c'est la dimension de 1 plus la dimension de 2. Donc, on a deux nombres égaux ici, donc la différence fait 0. Et comme la dimension fait 0, ça veut dire que E inter E2, il est égal au singleton 0,1. Puisque le seul sous-espace vectoriel de E qui est de dimension 0, c'est le singleton 0,1. Et donc, on a E inter E2 qui est égal à 0,1, ce qui prouve donc que E1 et E2 sont en somme directe. D'accord. Donc, en fait, on a une équivalence. Donc, E1 et E2 sont tous les deux en somme directe, si et seulement si la dimension de la somme est égale à la somme des dimensions. Évidemment, ça ne marche que s'ils sont de dimension finie. Hein. D'accord. Voilà. OK. Voilà. Mais pour être tout à fait honnête, hein, c'est rarement comme ça hein, qu'on démontre que deux sous-espaces sont en somme directe. D'accord. Alors, ici, maintenant, alors ça, un résultat très important, lui. Hein, d'accord. C'est ce qu'on appelle donc la caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Quand je me rends compte qu'on est déjà, parce que, oui, en fait, j'aurais dû en rajouter, parce que quand je vous ai envoyé les consignes de travail, hein, je pensais vraiment qu'on ferait une séance vendredi. Et du coup, je pensais vraiment qu'on terminerait le chapitre. Et du coup, je ne vous ai pas dit d'étudier ça, hein, alors que c'est la partie la plus longue. Mais bon, c'est pas grave. On aura une séance assez courte encore aujourd'hui. Mais bon. L'essentiel, c'est que vous compreniez bien de quoi on parle. Hein. C'est pour ça qu'on y passe un peu de temps. Alors que si on avait été en présentiel, on l'aurait fini plus rapidement le chapitre. Donc, mais à distance, c'est plus compliqué de comprendre tout seul chez vous. Donc, on en vient à un résultat, lui, qui est très, très important, qui est très, très utile pour démontrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. D'accord. Alors, je vais revenir un peu sur la notion de sous-espace supplémentaire. Je rappelle la définition, c'est qu'on dit que E1 et E2 sont supplémentaires dans E, si et seulement si, je le rappelle, tout élément de E peut se décomposer de manière unique en la somme d'un élément de E1 et d'un élément de E2. Et on avait vu plus tard, enfin, pas longtemps après, hein, un résultat du cours qui disait que deux sous-espaces sont supplémentaires si et seulement si, alors par exemple, je les appelle E1 et E2, si et seulement si E1 et E2 sont en somme directe et grand E égale E1 plus E2. Alors, très souvent, pour démontrer que 1 et 2 sont en somme directe, on démontre que leur intersection elle est égale au singleton 0,1. Et donc, quand vous n'êtes pas en dimension finie et que vous avez à démontrer, l'objectif de la question, c'est de démontrer que deux sous-espaces sont supplémentaires, vous avez en fait à votre disposition deux méthodes, comme je l'avais mis dans le. J'avais fait un point méthode là-dessus dans le chapitre précédent. Soit vous utilisez la définition, c'est-à-dire que vous allez montrer que vous prenez un élément X de E, puis vous montrez qu'il se décompose de manière unique en la somme d'un élément de 1 et d'un élément de 2. C'est-à-dire que vous prenez un élément X, puis vous montrez qu'il existe un unique couple X1, X2 appartenant à E1 croix E2, tel que X égale X1 plus X2. Ou alors, vous démontrez en deux temps, c'est-à-dire que, alors très souvent pour la méthode que je viens de citer, c'est-à-dire la définition, on procède par analyse synthèse. C'est-à-dire que
Dans l'analyse, on démontre l'unicité, c'est-à-dire qu'en gros, on prend x1, x2 qui vérifie les conditions, puis on en déduit des propriétés sur x1, x2. D'accord, on obtient x1 égale quelque chose qui est fonction de x, puis x2 égale quelque chose qui est fonction de x. Donc ça prouve l'unicité. Et puis ensuite, de la synthèse, on prend les x1 et x2 qu'on a obtenus dans la partie analyse et on vérifie que ça marche bien, que leur somme redonne bien x, ça c'est évident, mais que x1 elle appartient bien à E1 et que x2 elle appartient bien à E2. Donc on aura démontré l'existence et l'unicité, et donc la définition. Si vous utilisez l'autre méthode, c'est-à-dire montrer qu'ils sont en somme directe et montrer que la somme vaut E, bah dans ce cas-là, vous vous intéressez à l'intersection, généralement, puis vous montrez que le seul élément qui est commun à E1 et E2, c'est 0,1. Et puis ensuite, vous montrez que E égale E1 plus E2, c'est-à-dire que il faut montrer que n'importe quel élément X de E s'écrit comme la somme d'un élément de E1 et d'un élément de E2. Si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de démontrer l'unicité. Mais vous remarquez que dans les deux cas, que ce soit la méthode avec la définition ou la méthode que je viens de citer, il faudra quand même démontrer qu'un élément X de E peut se décomposer en la somme d'un élément de E1 et d'un élément de E2. Parfois, la décomposition est évidente. Et donc, du coup, ça va très vite. Quand elle ne l'est pas, c'est souvent comme ça qu'on procède par analyse synthèse. On essaye de trouver des conditions, puis on trouve cette décomposition. Bon. Alors, ici, quand on est en dimension finie, on a une autre méthode à notre disposition qui va très souvent éviter de montrer que E1 plus E2 égale E, qui est souvent la partie la plus délicate pour démontrer que des sous-espaces sont supplémentaires. Généralement, ça, c'est facile. E1 inter E2 égale 0, E1. Et ça, c'est plus difficile. Grâce à la dimension finie, on peut éviter cette partie-là. Alors, je vous dis de quoi il s'agit. Vous avez donc E, un K-espace vectoriel de dimension finie, et E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels de E. Et on a donc les trois assertions suivantes qui sont équivalentes. Alors, la première, c'est E1 et E2 sont supplémentaires dans E. La deuxième, E1 inter E2 est égal au singleton 0E et la dimension de E1 de E est égale à la dimension de E1 plus la dimension de E2. Et enfin, troisième assertion, E1 plus E2 égale E et la dimension de E est égale à la dimension de E1 plus la dimension de E2. Alors, ce qui sert le plus, c'est le fait que, en gros, 2 implique 1. C'est-à-dire que, parce que très souvent, la question sera montrer que E1 et E2 sont supplémentaires. Et donc, au lieu de faire les deux méthodes que je vous ai citées, vous pouvez très bien montrer qu'ils sont en somme directe, c'est-à-dire juste l'intersection, et ensuite montrer l'égalité de la somme des dimensions. Si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de démontrer que E1 plus E2 est égal à E. Et donc, vous évitez la partie la plus difficile, en fait. Bien sûr, vous pouvez très bien aussi démontrer que E1 plus E2 est égal à E et l'égalité de la somme des dimensions. Mais généralement, ce n'est pas le plus simple. Ce que je vous ai mis ici, qu'on utilisait le plus souvent 2, parfois aussi 3, mais très généralement, on utilise le 2. D'accord? Alors, on va regarder quand même la démonstration. D'accord? Donc, il faut démontrer qu'elles sont équivalentes, en fait. Donc, on fait une permutation généralement circulaire, c'est-à-dire généralement, on démontre que 1 implique 2, qui implique 3, qui implique 1. D'accord? Et dans ce cas-là, elles sont toutes équivalentes. Mais on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut très bien démontrer que voilà, 1 équivaut à 2, que 2 équivaut à 3, etc. Ici, je vous ai mis l'éclair que 1 implique 2, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. S'ils sont supplémentaires, ils sont en somme directe. Et on a vu tout à l'heure que la dimension, dans ce cas-là, de E, c'est la dimension de 1 plus la dimension de 2. Et de même, 1 implique 3, on l'a déjà vu, parce que s'ils sont supplémentaires, E1 plus E2 vaut E, et puis ce résultat-là, on l'a déjà vu aussi. D'accord? Et donc, en fait, il me reste juste à démontrer que 2 implique 1 et que 3 implique 1, par exemple. D'accord? Donc, bien, pour démontrer que 2 implique 1, c'est très simple. Donc, je suppose que 2 est vrai, c'est-à-dire que E1 inter E2 est égal au singleton 0E et que la dimension de E est égale à la dimension de E1 plus la dimension de E2. D'accord? Dans ce cas-là, je m'intéresse toujours en utilisant la formule de Grassmann à la dimension de E1 plus E2. D'après la formule de Grassmann, ça fait la dimension de E1 plus la dimension de E2 moins la dimension de l'intersection. D'accord? Donc ça fait la dimension de E1 plus la dimension de E2, parce que la dimension de l'intersection, elle vaut 0, puisqu'on a supposé que E1 inter E2 est égal au singleton 0E. Et puis par hypothèse, la dimension de E1 plus la dimension de E2, c'est égal à la dimension de E. Et donc là, j'ai démontré que E1 plus E2, donc c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors ça, je ne l'ai pas démontré, mais c'est une évidence, parce que la somme de deux sous-espaces vectoriels, c'est toujours un sous-espace vectoriel. Et il est de même dimension que E. Et on avait vu que le seul sous-espace vectoriel de E qui est de même dimension que E, c'est E lui-même. Donc là, cette égalité-là, dimension de E1 plus E2 est égale à la dimension de E, ça prouve que E1 plus E2, il est égal à E. Et donc finalement, on a E1 plus E2 qui est égal à E, et E1 inter E2 qui est égal à 0E, et donc ça entraîne bien que E1 et E2 sont supplémentaires dans E. D'accord? Donc l'égalité des dimensions, en fait, nous évite d'avoir à démontrer E1 plus E2 qui est égal à E, qui, je le répète, est très souvent la partie la plus difficile. C'est-à-dire montrer que n'importe quel élément X de E
peut s'écrire comme la somme d'un élément de E1 et d'un élément de E2. C'est souvent la partie la plus difficile, parce que faut faire preuve d'un peu d'intuition pour voir cette décomposition. D'accord? Ou alors, je répète, on procède par analyse-synthèse pour trouver une telle décomposition. Et pour que le 3 implique 1, eh bien, comment on va faire? On a déjà que E1 plus E2 est égal à E, et puis on va nous démontrer que E1 inter E2 est égal à 0E. Et si on a ces deux conditions-là qui sont réunies, ces deux-là, ça voudra dire qu'ils sont supplémentaires. Donc je suppose que 3 est vrai. D'accord? Cette fois-ci, je vais m'intéresser à la dimension de l'intersection, toujours grâce à la formule de Grassmann. D'accord? Bien, dimension de E1 plus dimension de E2, par hypothèse, ça fait la dimension de E. D'accord? Et puis comme E1 plus E2 est égal à E, évidemment, la dimension de E1 plus E2, c'est la dimension de E. Et donc ça fait dimension de E moins dimension de E, ça fait 0. Et comme la dimension de E1 inter E2 est égale à 0, ça veut dire que E1 inter E2 est égal au singleton 0E. Et donc, eh bien, E1 plus E2, ça fait E. Et E1 inter E2, ça fait le singleton 0E, ce qu'on vient de démontrer. Et donc, ça veut bien dire qu'ils sont supplémentaires dans E. D'accord? Et c'est vraiment, surlignez-le ça, c'est vraiment un résultat très important. Parce que c'est très souvent comme ça qu'on procède pour démontrer, en dimension finie bien sûr, que des sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Et c'est plus simple que quand on n'est pas en dimension finie. Donc, ce que je vous ai mis ici, un point méthode, lorsque E est un cas vectoriel de dimension finie, et qu'on a des informations sur la dimension de E, la dimension de 1 et la dimension de E2, alors pour justifier qu'ils sont supplémentaires, je rappelle que cette écriture-là veut dire qu'ils sont supplémentaires, on utilise le plus souvent 2, c'est-à-dire qu'on démontrera que leur intersection est égale à 0E et que la dimension de E, c'est la somme des dimensions. Parfois aussi 3. En fait, ce qui dépend, c'est est-ce qu'il est plus simple de démontrer ça, l'intersection, ou la somme? Dans l'écrasante majorité des cas, s'intéresser à l'intersection, c'est plus simple que démontrer que la somme des deux vaut E. Mais il pourrait y avoir des exercices où il est peut-être plus simple de démontrer ça. Mais c'est quand même relativement rare. Donc vraiment, le plus souvent 2. D'accord? Voilà. Alors, pour la partie cours, on a fini. C'était pas très long ce que je vous avais demandé. D'accord? Mais c'est pour. Voilà, j'aime pas couper des parties en deux. Donc, c'est pour ça que j'avais limité ça. Alors, on va regarder donc les deux exercices qui nous restent pour le TD que vous avez demandé de faire. Donc, ici, vous avez donc deux ensembles. Grand E, ici, qui est l'ensemble des triplets de réels, tels que x plus y plus 2z égale 0. Et grand F, c'est l'ensemble des triplets de la forme A moins A 3A, lorsque A décrit R. Première question, montrer que E et F sont des sous-espaces vectoriels de R3 et déterminer leur dimension. Première partie. Et ensuite, montrer qu'ils sont supplémentaires dans R3. Puisqu'on vous demande de montrer que R3 est égal à E plus F, avec ici un petit cercle. Donc, ça veut dire que là, ils sont supplémentaires. Logiquement, la première question, on n'a pas posé de souci. Donc, pour montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels, alors, vous pourriez très bien, évidemment, partir sur la définition, c'est-à-dire montrer qu'évidemment, E est inclus dans R3, ce qui est évident, puis qu'il contient 0, c'est-à-dire 0, 0, 0, et qu'il est stable par combinaison linéaire. Si vous faites ça, c'est bien. Mais finalement, c'est un peu inutile, parce que ça vous fait perdre du temps. Essayez de faire tout d'un coup, c'est-à-dire pour démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de R3 et déterminer sa dimension, prouvez que E, c'est vec de quelque chose. Donc le sous-espace vectoriel engendré par une certaine famille. Parce que quand vous aurez fait ça, vous ferez coup double. Non seulement vous aurez montré que c'est un sous-espace vectoriel, puisque vous aurez montré que c'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille que vous aurez trouvé, mais en plus, ça vous donnera donc une famille génératrice, et donc sans doute pas loin d'une base, et donc pas loin de la dimension. Sans avoir besoin de montrer que c'est stable par combinaison linéaire, que ça contient le triplet 0, 0, 0. Si vous faites ça, c'est correct, mais ça vous fait perdre du temps, du coup. D'accord? Donc ici, je pars de E, qui est l'ensemble des triplets, donc, tels que x plus 2y plus 2z égale 0. D'accord? Bien donc, comme x plus y plus 2z égale 0, c'est-à-dire que x est moins y moins 2z. D'accord? Donc, E, c'est bien l'ensemble des triplets de la forme moins y moins 2z, yz, lorsque y et z décrivent R. Donc, après j'ai détaillé, mais normalement on va plus vite que ça. Donc, c'est l'ensemble des triplets de la forme y fois moins 1, 1, 0, plus z fois moins 2, 0, 1. Quand vous faites ça, ça redonne ça. Parce que ça va faire moins y ici, moins 2z, donc moins y moins 2z pour première coordonnée, puis après y pour deuxième, puis là 0. Puis en fait ici, 0 plus z, donc ça redonne bien ça. Et donc on voit en fait que E, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires du vecteur moins 1, 1, 0 et moins 2, 0, 1, puisque y et z décrivent R tout entier. Donc c'est l'ensemble de toutes ces combinaisons linéaires. Ça veut dire par définition
le sous-espace vectoriel engendré par la famille -1, 1, 0 et -2, 0, 1. D'accord? Que j'ai noté donc vec de UV avec U qui est ça et V qui est l'autre. D'accord? Et donc en faisant ça, voilà, je répète, vous avez fait coup double. Non seulement vous avez montré que c'est un sous-espace vectoriel de R3, puisque c'est engendré par une famille de vecteurs de R3. Ce sont deux vecteurs de R3. Et en plus, vous en avez une famille génératrice. D'accord? Donc vous n'êtes pas loin d'obtenir une base et donc la dimension. Donc ici, bien, maintenant qu'on a une famille génératrice, on regarde si c'est une base ou pas. Ici, on a de la chance, puisque c'est une famille génératrice qui est composée uniquement de deux vecteurs. Donc il est très facile de savoir si une famille composée de deux vecteurs est libre ou pas. Il suffit de regarder si ces deux vecteurs sont collinéaires. Ici, clairement, U et V ne sont pas collinéaires, parce que là, on voit qu'on passe de -1 à -2 en multipliant par 2. Tandis qu'ici, je passe de 1 à 0, donc ce n'est pas en multipliant par 2. Donc clairement, il n'y a pas de relation de collinéarité entre U et V. Donc ces deux vecteurs-là ne sont pas collinéaires, et donc la famille est libre. Donc elle est libre, elle était génératrice, d'accord? Et donc c'est une base de E, d'accord? Et donc comme on a une base qui est constituée d'une famille de deux vecteurs, eh bien l'espace est de dimension 2. D'accord? Donc là, on a démontré que E, c'est un sous-espace vectoriel de R3 de dimension 2. D'accord? Je rappelle que comme c'était un sous-espace vectoriel de R3, il était de dimension inférieure ou égale à 3. D'accord? Clairement, il ne pouvait pas être égal à 3, parce que s'il avait été de dimension 3, ça aurait voulu dire que E était égal à R3. Parce que le seul sous-espace vectoriel de R3 de dimension 3, c'est R3 lui-même. Et clairement, E n'est pas égal à R3, puisqu'il existe des triplets de R3 qui ne sont pas dans E. Si vous prenez le triplet 1, 1, 1, et il appartient à R3, évidemment, il n'est pas dans E. D'accord? Donc, on savait qu'au maximum, il serait de dimension 2. Voilà. Donc, je continue. Maintenant, on passe à F. Alors, F, c'est encore plus rapide. F, c'est l'ensemble des triplets de la forme A moins A 3A. D'accord? C'est-à-dire l'ensemble des triplets qui s'écrivent A facteur de 1 moins 1, 3. C'est-à-dire, en fait, le sous-espace vectoriel engendré par la famille W, où W, c'est le vecteur 1, moins 1, 3. Là encore, c'est très facile. On a donc déjà prouvé que F, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Et on en a une famille génératrice. D'accord? Ne dites pas que W, c'est une famille génératrice. C'est la famille W, c'est-à-dire la famille composée du vecteur W. D'accord? Donc ici, il y a une parenthèse pour dire que c'est la famille. Et il se trouve que dans la famille, il n'y a qu'un seul vecteur. D'accord? Voilà. Et puis, donc, même chose, la famille ici, W, elle est libre. Pourquoi elle est libre? Parce qu'elle est constituée d'un seul vecteur et un vecteur non nul, parce que W, évidemment, n'est pas le vecteur nul. Et un résultat du cours, vous vous rappelez qu'une famille composée d'un seul vecteur, elle est libre si et seulement si ce vecteur est non nul. Et donc là, on a une base de F, parce que la famille est constituée du seul vecteur W, elle est à la fois génératrice de F, et c'est une famille libre. Et donc, ça prouve que F, c'est un sous-vecteur de R3 de dimension 1. Alors, donc, pour récapituler, E, c'est un sous-vecteur de R3 de dimension 2, et F, c'est un sous-vecteur de R3 de dimension 1. D'accord? Donc, deuxième question, maintenant, il faut montrer que E et F sont supplémentaires dans R3. Ce qui revient à dire que tout élément de R3, donc tout triplet de réel, peut s'écrire de manière unique comme la somme d'un élément de E et la somme d'un élément de F. Si on n'était pas en dimension finie, il faudrait trouver une telle décomposition. Montrer que si je prends un triplet X, Y, Z, je pourrais l'écrire ABC avec ABC qui appartient à E, plus DEF avec DEF qui appartient à grand F. Ici, on va s'éviter tout ça. Donc ici, voilà, on va utiliser donc, la proposition qui est là, et donc l'égalité des dimensions. Donc c'est cette proposition-là que je vais utiliser. Donc là, on a déjà que la dimension de R3, c'est la dimension de E plus la dimension de F. En effet, la dimension de R3, c'est 3. La dimension de E, on vient de voir que c'est 2. Et la dimension de F, on vient de voir que c'est 1. Donc on a bien 2 plus 1 égale 3. Donc on a déjà que la dimension de R3 est égale à la dimension de E plus la dimension de F. Et donc, pour démontrer qu'ils sont supplémentaires, il me reste deux possibilités. Soit je prouve, comme ici, que leur intersection vaut 0E, soit je prouve que leur somme vaut R3. Ce que je vous ai mis ici, il nous suffit de prouver que E inter F est égal à 0 de R3 ou que E plus F est égal à R3. Pas besoin de faire les deux, puisque vous avez déjà cette égalité-là. Alors, comme je l'ai mis dans le point méthode, on utilise le plus souvent 2. Donc, le plus souvent s'intéresse à l'intersection. Généralement, c'est plus simple. Donc, je vous conseille de vous intéresser vraiment à l'intersection. Donc, ce que j'ai mis ici, il est plus simple de prouver que E inter F ne contient en fait que le triplet 0, 0, 0. Donc, ça, c'est très facile à prouver. Donc, vous prenez un élément de E inter F et vous allez prouver que cet élément, en fait, c'est 0, 0, 0. Donc, bien, comme X, Y, Z appartient à F,
D'accord? Ça veut dire qu'il existe un réel A tel que x, y, z égale A moins A 3A, puisque je rappelle que F, c'est l'ensemble des triplets de la forme A moins A 3A. Et donc, si j'ai un triplet x, y, z qui appartient à F, bien, c'est-à-dire que x, y, z est de la forme A moins A 3A. Évidemment, il se trouve que A, ça vaut x, donc. D'accord? Puisque x égale A, y égale moins A et z égale 3A. D'accord? Et ensuite, x, y, z, il appartient aussi à E. Et comme il appartient à E, mais il doit vérifier que x plus y plus z doit donner 0. D'accord? Et donc, x plus y plus z, bah, plus 2z, pardon, ça va faire A moins A plus 2 fois 3A, c'est-à-dire 6A égale 0. D'accord? Et donc, comme 6A vaut 0, on n'obtient que A vaut 0. Et comme A vaut 0, on n'obtient que le triplet x, y, z, c'est le triplet 0, 0, 0. Puisque voilà, vous avez x qui vaut 0, y qui vaut moins 0, puis z qui vaut 3 fois 0. Donc ça donne ça. Et donc on a bien prouvé que le seul élément qui est commun à E et à F, c'est le triplet 0, 0, 0. Et donc on a bien que E inter F est égal au singleton 0 de R3. Ce qui, je le rappelle, signifie que E et F sont en somme directe. Et donc on a terminé. Hein. On a E inter F est égal au 0 de R3 et la dimension de R3 qui est égale à la dimension de E plus la dimension de F. Et donc en utilisant ce résultat-là, ici j'utilise la ligne 2, leur intersection est égale au 0 de R3 et la dimension de R3 c'est la dimension de F plus la dimension de E. Et bien on obtient le résultat. Je finis et puis je regarde la question qu'on m'a posée. Et donc on obtient bien que E et F sont supplémentaires dans R3. Et alors, je termine, hein, puis après je regarde. Donc, puisque E et F sont supplémentaires dans R3, on a donc tout élément de R3, c'est la définition, se décompose de manière unique en la somme d'un élément de E et d'un élément de F. Donc, cette décomposition, on ne l'a pas obtenue, hein, mais elle n'était pas demandée. Donc, à partir du moment où elle n'était pas demandée, hein, il n'y a pas de raison qu'on essaie de la trouver. Hein. Mais ce serait pas très, honnêtement, ce ne serait pas difficile à obtenir. Mais ce n'était pas demandé. Hein. Et puis, on obtient aussi, hein, autre résultat, que UVW est une base de R3. Pour rappeler de ce résultat, c'est parce que UV, c'est une base de E, W, enfin la famille W, c'est une base de F. Et donc, en les regroupant, on obtient une base de R3. Donc là, on a UVW qui est une base de R3. D'accord? Voilà. Alors, je vais remettre ça, je vais regarder ce qu'on m'a demandé. Alors, on ne pouvait pas utiliser la formule de Grassmann ici. Bah oui, mais enfin, enfin, ici, voilà, ça va plus vite d'utiliser ça, puisque la formule de Grassmann, elle est incluse dans la démonstration en fait, du résultat. Là. D'accord? Donc là, pour faire ça, ça serait pour moi maladroit, hein, si j'ai bien compris la question. D'utiliser la formule de Grassmann, hein, parce que la formule de Grassmann, en fait, je répète, elle nous sert à démontrer ce résultat-là. Donc pour démontrer qu'ils sont supplémentaires, hein, bien, on a démontré, nous, ce résultat-là, la dimension de E qui est égale à la dimension de 1 plus la dimension de 2. Et puis, juste l'intersection. Alors peut-être que tu voulais me dire qu'on démontrait que la dimension de E inter E2 est égale à 0E. Alors, avec la formule de Grassmann, mais du coup, ouais, il faudrait s'intéresser à la dimension de E1 plus E2 qu'on n'a pas à regarder ici. Hein. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne idée, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais ici, on applique vraiment le résultat direct. Bah, je vais attendre que tu finisses, alors du coup, Paul. Alors. Non, enfin, Paul, je maintiens, parce que quand tu me dis j'écris 3 égale 2 plus 1 moins dimension de inter F, j'imagine que le 2, c'est pour la dimension de E, que le F, c'est pour la dimension de F, mais ici, le 3, ça serait, il faudrait la dimension de E plus F, hein, parce que la formule de Grassmann, hein, que je remontre, hein, d'accord, voilà. Je vais vous la remontrer. Hein, d'accord, là, il faudrait la dimension de E plus F, et je ne sais pas d'où tu sors que la dimension de E plus F, c'est 3. Hein, d'accord, ça, on n'en sait rien, hein, que la dimension de E plus F, c'est 3, justement. Parce que si on le savait à l'avance, évidemment, il n'y a rien à faire, parce que ça voudrait dire que E plus F est égal à R3. Donc, mais ça, je ne le sais pas. Ce n'est pas la dimension de E dans la formule de Grassmann. C'est la dimension de E plus F. Et voilà. Donc ici, on ne sait pas encore, à cette étape-là, que la dimension de E plus F, c'est 3. D'accord? Ah, bah, voilà, il semblerait que tu aies compris, donc parfait. Hein. Donc peut-être que je n'avais pas été très clair là-dessus, hein, mais donc
Mais vraiment, voilà. Ici, parce que si on savait que la dimension de E plus F, c'était 3, bah, ça voudrait dire que E plus F, c'est R3, et donc effectivement, on pourrait conclure tout de suite. Puisqu'on aurait E plus F égale R3 et la dimension de 1, mais voilà. Et ça, on ne le sait pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise vraiment cette propriété-là. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je répète que la dimension d'une somme, ce n'est pas toujours la somme des dimensions. Ce sera le cas uniquement s'ils sont en somme directe. Et donc là, on ne le savait pas. C'était justement l'objectif pour nous de démontrer qu'ils sont en somme directe. Alors, je passe au dernier exercice. Alors, si ça veut bien fonctionner. Voilà. Même principe. Encore, il s'agit de démontrer que des sous-espaces sont supplémentaires. Alors, 2 exercices du même type. Alors, cette fois-ci avec des polynômes, parce que c'est pas toujours. Voilà, j'utilise souvent quand même des sous-espaces vectoriels du type K puissance n, parce que c'est pratique et c'est simple à manipuler. Mais voilà, il ne faut pas penser qu'ils sont tous de ce type-là. Il peut y avoir des sous-espaces de matrices, de polynômes, de suites, de fonctions, etc. Donc ici, c'est un exercice sur des polynômes. D'accord? Donc vous avez grand E qui est égal à R2 de grand X. D'accord? Donc tout de suite, quand vous voyez ça, vous devez vous dire, bon, bah, E, il est de dimension finie, et il est de dimension 3. D'accord? Je rappelle que la dimension de Kn de X, ce n'est pas n, mais n plus 1. Je vous avais dit de bien faire attention à ça. D'accord? Donc ici, la dimension de E, c'est 3, 2 plus 1. D'accord? Et puis vous avez F, l'ensemble des polynômes éléments de E, tels que P de 1 égale P de 0 égale 0, et G, l'ensemble des polynômes de E, tels que P de 2 égale 0. D'accord? Première question, donc montrer que F, c'est un sous-espace vectoriel de E en donné sa dimension. Même chose pour G, et enfin montrer que F et G sont supplémentaires dans E. Là encore, inutile de démontrer que voilà, cet ensemble-là, il est stable par combinaison linéaire et qu'il contient le polynôme nul. Si vous le faites, c'est très bien, mais pour moi, c'est une perte de temps. Ce n'est pas nécessaire de faire comme ça, puisqu'on peut avoir le résultat beaucoup plus rapidement. Donc ici, comment ça marche? Bien, moi, ce que je vais faire, je vais remettre l'énoncé peut-être. On va montrer que F, c'est un sous-espace vectoriel de E, et donc en donner sa dimension. Donc, je vais essayer, moi, d'obtenir une base de F, en fait. C'est-à-dire qu'obtenir que F, c'est vec de quelque chose, et puis d'obtenir une base de F, et on aura fait donc coup double pour démontrer ça. Donc ici, je prends un polynôme quelconque P de E. D'accord? Ça veut dire que c'est un polynôme de degré au plus 2 à coefficient réel. Donc ça veut dire que P s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. D'accord? Et ensuite, je vais m'intéresser à une condition pour qu'il appartienne à F. Donc P il appartient à F, c'est seulement si P de 1 égale P de 0 égale 0. Et donc ça va me donner des conditions sur ABC. Après, je pourrais parler d'une autre méthode, mais c'est l'autre méthode, je vais employer pour la question 2, justement pour qu'on ne fasse pas toujours la même chose. Donc ici, P de 1 égale 0, ça entraîne que A plus B plus C égale 0. Et puis P de 0 égale 0, ça entraîne C égale 0. Donc on a P appartient à F, c'est seulement si A plus B plus C égale 0 et C égale 0. Ce qui équivaut à B égale moins A et C égale 0. Parce que C vaut 0, et puis après A plus B égale 0, donc B égale moins A. Et donc ça équivaut à P qui est de la forme A facteur de x carré moins x, puisqu'on a ax carré, après bx, comme B vaut moins A, ça fait moins ax, et plus 0 que je n'écris pas. Donc ça fait x carré moins ax, c'est-à-dire A facteur de x carré moins x. Et donc on a obtenu que F, c'est l'ensemble des polynômes de la forme A x carré moins x, avec A un réel. Donc en fait, F, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ce seul polynôme, x carré moins x. D'accord? Ne mettez pas des triplés ou je ne sais quoi, des 0, 1, 0, pas du tout. Ici, il faut qu'il y ait des polynômes, parce qu'on a un espace de polynômes. Et donc, on obtient que F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille x carré moins x. La famille qui est constituée d'un seul vecteur, x carré moins x. Et donc ici, on obtient déjà donc, que F, c'est un sous-espace vectoriel de E, parce qu'il est engendré par une famille qui est constituée d'un seul polynôme qui est élément de E. Donc F, c'est bien un sous-espace vectoriel de E. Et en plus, on en a une famille génératrice, puisqu'on a obtenu que F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par cette famille-là. Et cette famille, elle est libre, parce qu'elle est constituée d'un seul vecteur non nul. Ici, les vecteurs sont des polynômes. Ne pensez pas qu'il y a deux polynômes, il n'y a pas de virgule, donc il y a vraiment une famille constituée d'un seul vecteur. D'accord? Donc, on a une famille ici qui est composée donc, du seul polynôme x carré moins x, qui est une famille génératrice et qui est libre. Et donc, c'est une base de f, ce qui prouve que f, c'est un sous-espace vectoriel de E de dimension 1. D'accord? Donc, f, c'est un sous-espace vectoriel de E de dimension 1. D'accord? Donc, voilà, la méthode est classique. On essaye d'obtenir f comme un vecte. Et après, une fois qu'on a une famille génératrice, on essaie d'obtenir une base. Si jamais j'avais eu plusieurs vecteurs et que la famille était liée, j'aurais obtenu une relation de linéaire dépendance entre les vecteurs. J'aurais pu enlever un vecteur,
qui s'exprime en fonction des autres. Puis la famille restante aurait été génératrice. Puis cette famille restante, qui a un vecteur de moins, j'aurais regardé est-ce qu'elle est libre ou pas. Si elle est libre, c'est une base. Si elle n'est pas libre, on recommence. C'est-à-dire qu'il y a encore un vecteur que je peux enlever, et ainsi de suite. Je dis ainsi de suite, mais généralement, vous n'aurez pas une famille de 15 vecteurs. Donc ça va relativement vite. Je passe à la question 2, donc montrer que G est un sous-vecteur de E et donner sa dimension. Alors évidemment, je pourrais faire la même chose, écrire que soit P est un élément de E, donc sous la forme ax carré plus bx plus c, et puis écrire que P appartient à G, c'est seulement si P de 2 égale 0, donc j'aurai une équation avec ABC. Ici, ce n'est pas le choix que j'ai fait, vous allez voir. Et on aurait pu faire cette deuxième méthode pour la première question. Ici, donc, je prends soit P appartenant à E, vous voyez que je n'ai pas écrit ax carré plus bx plus c. J'ai écrit que P appartient à G, c'est équivalent à dire donc, que P de 2 égale 0. C'est la définition de l'ensemble de G. D'accord. Donc, je reprends. Et donc, ça veut dire que 2 est une racine de P. Ce qui veut dire que x-2 divise P. Un résultat sur les polynômes. X-2 divise P. Et donc, ça veut dire qu'il existe un polynôme Q appartenant à R1 de x. Je vais revenir sur le 1 après, tel que P égale x-2 fois Q. D'accord. Alors ça traduit le fait que x-2 divise Q. X-2 divise P, pardon. P égale x-2 fois Q. Et pourquoi Q il appartient à R1 de x? Bien parce que par hypothèse, P il appartient à R2 de x. Donc c'est-à-dire qu'il est de degré O plus 2. D'accord. Et puis comme le degré de P, c'est le degré de x-2 plus le degré de Q. D'accord. Bien, le degré de Q, c'est le degré de P moins 1. D'accord. Et donc, bien, si P appartient à R2 de x, Q il appartient forcément à R1 de x. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il existe deux réels A et B, tels que P égale x-2 fois x plus B, puisque Q il appartient à R1 de x. D'accord. Et donc, bien, ça veut dire qu'il existe P appartenant, enfin, il existe AB, pardon, tel que P s'écrit sous la forme A x carré moins 2x. J'ai développé ça. Donc, A facteur de x fois x moins 2. Donc, x fois x moins 2, ça fait x carré moins 2x, plus B fois x moins 2. Et donc, je vois que G, c'est l'ensemble des polynômes de la forme A x carré moins 2x plus B x moins 2. Et donc, je vois que G, en fait, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux polynômes-là. X carré moins 2x et x moins 2. Et donc, G, c'est vec de x carré moins 2x, x moins 2. Bien sûr, ces deux polynômes-là, ils doivent s'annuler en deux. Donc, évidemment. D'accord. Donc, là, on voit que ça marche, puis là aussi. Sinon, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Voilà. Donc, ici, je n'ai pas choisi de prendre P égale x carré plus bx plus c, puis écrire que, voilà, bien, P de 2 égale 0, puis ça m'aurait donné une équation ABC, puis après, j'aurais exprimé. Ici, j'ai utilisé x moins 2 divise P. On aurait pu faire la même chose pour la question 1 ici. Au lieu de mettre ça, là, OK. Au lieu de mettre ça, j'aurais pu mettre que c'est équivalent à, donc, au lieu d'avoir cette équation-là, mettre que x moins 1 divise P. D'accord. On aurait eu x fois x moins 1 divise P, parce que vous avez x qui divise P, x moins 1 qui divise P, et puis les polynômes sont distincts. Donc vous aurez x moins 1 qui divise P, et donc on aurait eu P qui s'écrit sous la forme x moins 1 fois x plus B. Puis on aurait obtenu un résultat similaire. Alors j'ai entendu une question. Ah, pourquoi de degré? D'accord, je vais revenir là-dessus, ok. Donc, alors pourquoi Q est de degré O plus 1? Parce que P est de degré O plus 2. D'accord. Parce que P, ça appartient à E, et que E, c'est l'ensemble des polynômes de degré O plus 2. D'accord. Et donc, bien, là, cette relation-là, évidemment, Q ne peut pas dépasser le degré 1, parce que s'il était de degré 2, enfin de degré O moins 2, x moins 2 fois Q, ça serait de degré O moins 3. Et donc P ne pourrait pas appartenir à R2 de x. C'est juste le fait que le degré de Q, c'est le degré de P moins le degré de x moins 2. D'accord. Relation sur le degré d'un produit. Et donc, si tu as un polynôme de degré O plus 2 ici, et que là, tu as un polynôme de degré 1, c'est-à-dire que forcément, celui-ci est de degré O plus 1. D'accord. J'espère que c'est clair. Mais voilà, Q, il ne peut pas être de degré supérieur à 1. D'accord. Parce que, je répète que E, c'est R2 de x. Si on a vu E qui est égal à R4 de x, Q aurait été de degré O plus 3. Toujours la différence, degré de P moins 1. D'accord. Voilà. Donc, on obtient ça. Donc, ensuite, bien, on a donc que G, c'est un sous-espace vectoriel de R3, avec donc x carré moins 2x, x moins 2 qui en est une famille génératrice, parce qu'on a obtenu que G, c'était vec de cette famille-là. D'accord. Ici, on a une famille qui est libre, puisqu'elle est constituée de deux vecteurs non collinéaires. Vous auriez pu aussi dire que c'est une famille de polynômes non nuls échelonnés en degrés. D'accord. Parce que là, vous avez un polynôme de degré 1, ici un polynôme de degré 2. Donc, ça marchait aussi, ou degré 2 à 2 distincts, peu importe. Mais ici, ça va plus vite de dire qu'ils sont non collinéaires, ces polynômes-là. D'accord.
Et donc, eh bien, alors attention, non collinéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un coefficient lambda, un scalaire. Parce qu'évidemment, vous pouvez me dire que x carré moins 2x, c'est x fois x moins 2. Oui, mais x, ce n'est pas une constante. D'accord, ce n'est pas un scalaire. D'accord, donc ces deux vecteurs-là, ils ne sont pas collinéaires. Ce qui veut dire que cette famille-là, elle est libre. Et donc, comme elle était génératrice, c'est une base de G. Ce qui voudra dire que G, lui, est de dimension 2. D'accord, donc G, c'est un sous-espace vectoriel de R3 de dimension 2. D'accord, donc ici, je reprends F, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 1, tandis que G est de dimension 2. Vous pourrez remarquer que plus on a de conditions, ici vous avez deux conditions en fait, P de 1 égale 0, P de 0 égale 0, plus ça fait baisser la dimension. Alors, vous pouvez très bien voir la dimension comme, en fait, on pourrait dire le nombre de degrés de liberté pour le polynôme. Ici, on n'a qu'une seule condition, donc entre guillemets, il est plus libre, les polynômes de P qui appartiennent à G, donc ils ont 2 degrés de liberté, donc A et B en fait. Tandis que ici, comme il y a deux conditions pour F, en fait, ils ont plus, P n'a plus qu'un seul degré de liberté, donc il est de dimension 1 en fait. D'accord. Voilà, donc je reprends. F, c'est un sous-vectoriel de E de dimension 1, tandis que G, c'est un sous-vectoriel de E de dimension 2. Et enfin, il s'agit de démontrer que F et G sont supplémentaires dans E. D'accord, c'est-à-dire que tout polynôme de E peut s'écrire de manière unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on va démontrer le résultat, même si on y arriverait comme ça, mais il y a plus rapide. D'accord, on va étudier le fait que déjà, la dimension de F plus la dimension de G est égale à la dimension de E, puisque E est de dimension 3, je le rappelle. Et puis, on vient de voir que F est de dimension 1 et que G est de dimension 2. Donc, c'est encore ça qu'on va utiliser, la proposition 29-23. Je répète, qui est très utile pour démontrer que les sous-espaces sont supplémentaires. Alors, donc ici, on a donc déjà que la dimension de R2 de X est la dimension de F plus la dimension de G. D'accord. Et on va montrer maintenant que F inter G, c'est le singleton 0, c'est-à-dire le polynôme nul. D'accord. C'est plus simple que de démontrer, puisqu'on a le choix. En fait, on pourrait très bien démontrer que F plus G, d'accord, ça là, que F plus G est égal à R2 de X. Mais c'est plus difficile parce qu'il faudrait montrer que, donc, que tout polynôme de R2 de X peut s'écrire comme la somme d'un polynôme de F et d'un polynôme de G. D'accord. Donc, le choix le plus rapide étant celui-ci. Et ici, c'est très très rapide. Si vous avez réfléchi un peu à la question. Bien, on prend un polynôme P qui appartient à l'intersection. On va montrer que c'est le polynôme nul. Bien, c'est tout simple. Comme P il appartient à F inter G, il appartient donc à R2 de X. C'est-à-dire que c'est un polynôme de degré O plus 2 qui a au moins 3 racines distinctes, puisqu'il doit s'annuler en 0, en 1 et en 2. D'accord, puisque c'était ça. S'il appartient à F, il s'annule en 0 et en 1. Et s'il appartient à G, il s'annule en 2. Donc en fait, on a un polynôme de degré O plus 2 qui a 3 racines distinctes. Quand je dis 3, c'est au moins 3. En fait, il va en avoir une infinité. Donc il a 0, 1 et 2 comme racines. Donc grâce à un résultat du cours sur les polynômes, on sait que ça va être le polynôme nul. D'accord. Parce que quand vous avez un polynôme de degré O plus n qui a au moins n plus une racine distincte, eh bien, c'est le polynôme nul. Donc ici, c'est ça qu'on utilise. Ça ne marcherait pas, bien sûr, si on n'était pas dans R de 2x. D'accord. Alors, une question. Ah, alors, d'accord, vous êtes encore sur l'image du cours. Du coup, oui, je ne sais pas pourquoi mon truc a planté. Alors, attendez. Du coup, alors, si vous êtes encore sur l'image du cours, ok, je vais revoir ça. Alors, je vais couper peut-être le partage d'écran et je vais remettre ça. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je vous remets ça tout de suite. Hop. Alors, du coup, il va falloir que je revienne en arrière, du coup. Ça doit être bon là, logiquement. D'accord, je vais vérifier ce que vous voyez à l'écran. Ça m'a l'air bon. Ok, donc logiquement, c'est bon. Ok, alors du coup, oui, ça m'a. Ok, ça est bon. Excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, il faut que je reprenne toute la question 3, logiquement. Je pense que on avait fini la 2, j'espère. Si vous n'avez pas eu la fin de la 2, il faut me le dire, mais j'espère que c'était bon. Je ne sais pas pourquoi ça m'a coupé ça. Donc, je reprends. Je reprends la question 3. Donc, on a que la dimension de F plus la dimension de G, c'est la dimension de R2 de X. D'accord, puisque F est dimension
1, G de dimension 2 et que R de x est de dimension 3. Hein. D'accord. Et donc après, vous avez le choix. Hein. Si vous voulez montrer qu'ils sont supplémentaires, soit vous montrez que f plus g égale R2 de x, soit vous montrez que l'intersection est égale au singleton 0. Généralement, comme je l'ai mis dans le point méthode, c'est cette méthode-là qu'on emploie. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un polynôme de f inter g et montrer que c'est le polynôme nul. Vous allez voir que c'est très rapide. On prend P qui appartient à f inter g. Alors, comme P appartient à f inter g, il appartient à E, c'est-à-dire qu'il est de degré O plus 2, et il va avoir au moins 3 racines distinctes. D'accord. Bien 0, 1 et 2, puisqu'on n'a que P de 0 vaut 0, P de 1 vaut 0 et P de 2 vaut 0. Et donc, vous avez un polynôme de degré O plus 2 qui a au moins 3 racines distinctes. Et donc, d'après un résultat du cours, hein, sur les polynômes, on sait que ça va être le polynôme nul. Parce que je rappelle qu'un polynôme de degré O plus n ayant au moins n plus une racine distincte est le polynôme nul. Donc ici, c'est ça qu'on applique. Alors bien sûr, c'est vrai, parce qu'on est dans le polynôme de degré O plus 2. S'il n'y avait pas cette condition-là, hein, il y a beaucoup de polynômes qui ont pour racine 0, 1 et 2 qui ne sont pas le polynôme nul. Ne serait-ce que le polynôme x fois x moins 1 fois x moins 2. Donc ce polynôme-là, x fois x moins 1 fois x moins 2, lui, il n'est pas nul, il admet bien pour racine 0, 1 et 2. Mais il n'est pas de degré O plus 2, donc il n'appartient pas à E. Donc ici, hein, le seul polynôme qui appartient à E et qui a au moins 3 racines distinctes, 0, 1 et 2, c'est le polynôme nul. Et donc là, on a prouvé que f inter g, c'est bien un singleton polynôme nul. D'accord. Et donc, eh bien, on a bien prouvé que f et g sont supplémentaires dans R2 de x, sans avoir eu besoin de démontrer la partie la plus délicate, c'est-à-dire que f plus g est égal à R2 de x. Ce qui se fait, hein. Généralement, je répète, on procède plutôt par analyse synthèse pour faire ça. C'est-à-dire, on prend un élément P qui appartient à R2 de x, puis on écrit que, voilà, s'il est écrit comme P1 plus P2, avec P1 qui appartient à F et P2 qui appartient à G, puis on trouve des conditions sur P1 et P2 en utilisant le fait que P1 appartient à F, et donc il doit vérifier que P1 de 0 vaut 0 et que P1 de 1 vaut 1, vaut 0 aussi. Et puis même chose pour G, hein. Puis on trouve des conditions, puis après on vérifie que cette décomposition, elle fonctionne. Mais c'est évidemment beaucoup plus long que de démontrer l'intersection qui se fait en 2 lignes. Hein. Voilà, donc là on a terminé ce TD. Hein. Alors, hop, je reviens peut-être au cours, je vérifie que c'est ça que vous avez à l'écran. OK. Alors, il nous reste pour aujourd'hui, en tout cas, on a fini la partie cours. Hein. Alors, ce qui vous reste à voir, vous, parce que je répète qu'on n'aura pas d'autres séances cette semaine, puisqu'il y a 2 jours fériés, enfin il y a un jour férié, puis il y a le pont en fait. Vous verrez le lien qui existe entre application linéaire et dimension finie. Hein. D'accord, vous verrez, il y a plusieurs choses. Ce qui est très très important dans cette partie-là, hein, c'est ce qu'on appelle donc le théorème du rang. Alors, j'en parle dans les consignes, hein, je vous ai même mis un exemple d'utilisation, et c'est quelque chose de vraiment important. Donc, il faut apprendre ce qu'on appelle le rang d'une application linéaire. Donc, le rang d'une application linéaire, c'est la dimension de son image. Hein. Donc, le rang de U, c'est la dimension de l'image de U. Hein. Alors, évidemment, ça a de sens que si l'image de U est de dimension finie. Hein. D'accord. Donc, dans ce cas, vous avez que U est de rang fini. Alors, vous ne l'avez pas lu, donc ça va peut-être vous paraître compliqué. Hein. Mais voilà. Ce qu'on appelle donc le théorème du rang, je vais y venir. Donc, voilà, ça, là, c'est vraiment une proposition, la 2934, très, très importante. Donc, elle sert beaucoup. Hein. Et donc, voilà. Je vous ai mis aussi vous avez un TD à faire, un TD numéro 4. Donc, bien, faites-le. Hein. D'accord, faites-le comme si on avait des séances prévues pour jeudi, vendredi. Alors, faites-le quand vous voulez. Vous pouvez le faire jeudi, vendredi, ce week-end. Enfin bon, peu importe. Hein. Je vous enverrai, je pense, un corrigé, hein, à moins qu'on le corrige en TD. Alors, est-ce que vous savez, peut-être que vous avez regardé, est-ce que la semaine prochaine, mardi après-midi, on a maths ou c'est physique en fait, en TD? Vous sauriez me dire ça tout de suite ou il y en a qui peuvent me dire ça. Hein. Donc, je vérifierai, hein, il faut que je regarde, mais d'accord. Donc c'est physique. OK. Si ça avait été maths, on l'aurait corrigé en TD à ce moment-là en classe entière mardi après-midi. Hein. Mais d'accord, bon, il y en a plusieurs qui me disent que c'est physique. D'accord, du coup, je vous enverrai un corrigé alors. Et vous le corrigerez vous-même. On pourra en reparler bien sûr quand même lundi. Hein. Mais voilà, je vous enverrai un corrigé avec des liens, donc vous pourrez regarder au fur et à mesure. Mais voilà, parce que à partir du moment où on n'a pas de TD, hein, je n'aurai pas le temps de passer d'y consacrer trop de temps en classe. Hein. D'autant plus que mercredi, je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais Madame Canet elle vous prendra de 8 à 10, parce que Monsieur Delafontaine ne fera pas informatique. Et donc, Madame Canet vous prendra de 8 à 10, et moi de 10 à 12. Donc, Madame Canet me prend 1 heure de maths. Donc, du coup, on a encore 1 heure en moins.
Et donc, du coup, voilà, je n'aurai pas le temps de consacrer trop de temps à ce TD. Mais on pourra quand même y revenir hein, s'il y a des questions. Voilà. Parce que c'est quand même plus facile pour moi d'expliquer en classe hein, que d'expliquer par mail. Hein. D'accord. Une réponse écrite, hein, ça va me prendre 20 minutes, alors qu'à l'oral, là, j'y passerai 30 secondes ou 2 minutes. Donc, je préférerais qu'on y revienne si jamais il y a des questions en classe. D'accord. Alors, Thomas, pour répondre à ta question, bah, ouais, ça dépend des exercices. Hein, alors, mais comment dire? Il ne faut pas croire, en tout cas, que tous les espaces vectoriels sont de dimension finie. Donc, il y a des exercices sur les espaces vectoriels qui se passent, par exemple, dans R de x. R de x n'est pas de dimension finie. Et donc là, évidemment, tu ne peux pas utiliser les résultats qu'on a vus sur la dimension finie. Hein. Mais effectivement, si tu as des exercices où tu es dans un espace vectoriel de dimension finie, hein, bien sûr, il ne faut pas se priver d'utiliser la dimension. C'est clair, ça fait gagner beaucoup de temps, alors, sous réserve de connaître les résultats du cours. Hein. Mais si tu es en dimension finie, hein, voilà, bah, par exemple, et qu'on te demande de montrer, par exemple, qu'une famille est une base, bah, évidemment, tu ne vas pas faire à la fois montrer qu'elle est libre et génératrice. Tu montreras, par exemple, qu'elle est libre et qu'elle est de même cardinal que la dimension, ou qu'elle est génératrice et qu'elle est de même cardinal que la dimension. Mais évidemment, tu ne vas pas faire à la fois libre et génératrice, hein, ça ferait perdre un temps considérable. Il faut utiliser le bénéfice du fait que l'espace est de dimension finie. Hein, d'accord. Mais par contre, hein, il se peut très bien qu'on soit en dimension infinie, hein, d'accord, donc par exemple dans R de x, mais qu'il y a des résultats quand même de dimension finie qui s'appliquent. Hein, parce que là, il y a des résultats, alors je vais vous en montrer un, où voilà, l'espace en question, il peut très bien être lui de dimension infinie. Hein, d'accord, on a un espace E quelconque. Par contre, les sous-espaces vectoriels en question, eux, ils sont de dimension finie, par exemple. Parce que dans R de x, par exemple, si je prends R de x, qui est de dimension infinie, ben évidemment, il admet des sous-espaces vectoriels qui sont de dimension finie, comme R1 de x, R2 de x, R3 de x, etc. Donc là, évidemment, il ne faut pas se priver d'utiliser la dimension. D'accord. Mais il y a des résultats donc, qui ne nécessitent pas que l'espace vectoriel soit de dimension finie. Par exemple, tout ce qui concerne le rang d'une famille. Et puis ici, voilà, ça, là, par exemple, E, hein, il est supposé être quelconque. D'accord. C'est juste E1 et E2 qui, eux, sont de dimension finie. Mais E, lui, peut très bien être de dimension infinie. Alors, il se trouve que dans ce théorème-là, hein, à partir du moment où E1 et E2 sont de dimension finie, on en déduit que E est de dimension finie. Donc, mon exemple n'est pas le meilleur, mais voilà. Bah, voilà, par exemple, celui-ci. Voilà. La formule de Grassmann, elle s'applique dans des espaces vectoriels qui ne sont pas de dimension nécessairement finie. Ce qui est important, c'est que E1 et E2, eux, soient de dimension finie. Et donc, dans ce cas-là, tu peux appliquer ce résultat-là, même si E, lui, est de dimension infinie. Donc, ce n'est pas parce que l'espace est de dimension infinie qu'on ne peut pas appliquer de résultat sur la dimension. Ça dépend des exercices, en fait. Bah, vous verrez, en fait, un petit peu avec le TD numéro 4, hein, vous ne l'avez pas encore regardé, mais voilà. Mais vous verrez qu'au concours et tout ça, évidemment, la plupart des exercices, voilà, ça utilise la dimension, il faut être clair. Hein. Là, évidemment, on ne peut pas faire un seul gros chapitre sur les espaces vectoriels. Hein. Donc, on décompose. Hein. Mais pour reprendre ta question, Thomas, effectivement, là, on a fait en plusieurs chapitres. Mais l'essentiel des exercices qui sont sur les espaces vectoriels font intervenir la notion de dimension, il faut être clair. Hein. You are now Voilà. unmuted. OK. You are now muted. Parfait. Bah, écoutez, on a encore fini de bonne heure parce que c'était assez court. Alors, par contre, vous verrez que la partie qui reste, qu'on n'a pas faite aujourd'hui, elle est assez longue. Hein. Donc, alors, je ne vais pas dire qu'il vous reste 5 jours pour le faire, hein, parce qu'il y a des jours fériés, donc reposez-vous. Hein. Mais normalement, vous avez largement le temps d'étudier ça hein, et même de relire le chapitre. Et puis, donc, de faire le TD. Alors, le TD, je vous l'ai envoyé. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous le. Voilà, c'est ça. Donc, bon, alors celui-ci n'est pas très long, mais il est peut-être un peu plus subtil, hein, le troisième. Hein. Voilà. Mais en tout cas, voilà, typique de ce qu'il faut savoir faire, hein, c'est l'exercice 2. D'accord. Il faut vraiment savoir faire voilà, l'exercice 2 sans souci. Hein. Et l'exercice 1, bah, voilà, il y a des choses intéressantes. Hein, donc, alors, hop, il y a plusieurs messages. Ah, bah, oui, alors pour le concours blanc, effectivement, on m'a posé déjà la question. Finalement, il va avoir lieu aux dates prévues. On n'était pas tous d'accord entre nous, entre collègues, hein, mais bon, peu importe. Hein. Donc, il y en a qui ont insisté pour qu'il soit maintenu aux dates prévues. Hein. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. Hein, comment tu t'organises pour les révisions? J'ai envie de te dire, bah, tu t'organises comme tu as fait pour le bac. Hein. Donc, voilà, il faut revoir tous les chapitres depuis le début de l'année. Hein. Donc, vous pouvez essayer de peut-être
Oui, c'est vrai que vous n'avez pas eu de bac, mais d'accord. Ouais, je peux dire, bref, effectivement, vous n'avez pas eu de bac, vous. Mais bah, là, il faut reprendre les chapitres. Je vous conseille, moi, alors évidemment, vous avez pas un temps considérable pour reprendre tous les chapitres, hein, donc essayez de revoir, les DS qu'on a fait, hein. Bien sûr, vous les avez, conservés, c'est-à-dire, revoyez votre copie, hein, le corrigé que vous avez envoyé, hein, d'accord? Et avec ça suffit, hein, si vous avez fait un travail régulier, hein, pour moi, voilà. Oui, enfin, refaire les DS, hein, ça me paraît compliqué, hein, parce que vous pouvez pas repasser 4 heures à refaire chaque DS, hein, ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, si vous voulez progresser, hein, rejetez un œil au DS. Quand je dis rejeter un œil, hein, un œil avisé, c'est-à-dire, vos copies et corriger et essayer de comprendre pourquoi il y avait du rouge sur vos copies. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et donc, ce que vous devez faire pour, vous améliorer. Il n'est pas normal que des élèves refassent les mêmes erreurs de DS en DS. D'accord? Donc, voilà. Si vous avez du mal à par exemple, si je vous ai mis que vous ne savez pas rédiger une récurrence, par exemple, bah, revoyez comment ça se rédige, hein. Ça ne commence pas par enfin, il n'y a pas supposons P de n vrai. Donc c'est l'hérédité, c'est soit n appartenant à grand N tel que P de n est vrai, et cetera. Voilà, il n'est pas normal qu'au bout de 6 mois, certains élèves ne savent toujours pas, enfin, je dis 6 mois, presque 8, ne savent toujours pas rédiger une récurrence, correctement. D'accord? Donc, voilà, des choses comme ça. Voilà. Il faut, voilà, améliorer, même chose, enfin, voilà, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, on va se revoir quand même avant le concours blanc, mais voilà, améliorer votre présentation, séparez bien les exercices, hein, parce que des fois, on voit à peine que vous avez changé d'exercice, hein, ce n'est pas normal. D'accord? Il devrait y avoir certains changent carrément de copie double, hein, à chaque exercice. J'en demande pas tant, mais il devrait y avoir au moins plusieurs lignes de sauter entre chaque exercice. Pas normal que, voilà, les exercices se touchent, hein, comme si vous vouliez faire des économies de papier. Donc, ça, c'est pas après, ça rend votre copie, peu lisible. D'accord? Donc voilà. Améliorer le soin, je vous assure qu'au concours, ça compte. Il faut penser au correcteur de l'autre côté qui, lui, corrige beaucoup de copies. D'accord? Et donc, une copie, qui est lisible, bien écrite, aérée, sera bien plus agréable pour lui à lire, hein, qu'une copie, écrite en tout petit où voilà, il y a pas de ligne de sauter, hein. Et ça peut jouer, même sans qu'il s'en rende compte, mais dans la notation. Donc je vous le dis, hein, très clairement. Donc voilà. Mais en ce qui concerne le fond, bah, ouais, il faut revoir les chapitres. Mais bon, pour moi, voilà, les nombres complexes, hein, vous n'avez pas vraiment de temps à y consacrer, hein. Enfin voilà, il n'y avait pas grand chose de nouveau cette année pour les nombres complexes, à part peut-être, déterminer les racines carrées d'un nombre complexe, hein. Vous vous souvenez avec la méthode, voilà, il y a un système, et cetera, avec x carré moins y carré, on fait intervenir le module, et cetera. Donc, si vous ne voyez pas de quoi je parle, bah, revoyez ça, par exemple. Voilà. Mais vous ne pouvez pas revoir tous les chapitres en entier, hein, ça va vous prendre trop de temps. Donc, il y a sans doute des points que vous n'avez pas bien maîtrisés, et donc bah, insistez là-dessus, hein. Mais tout ce que vous avez bien compris, voilà, pour moi, c'est bon, hein. D'autant plus que voilà, c'est un concours blanc, il n'y a pas que donc des maths à revoir, hein. Il y a de la SI, de la physique, donc voilà, vous n'allez pas vous en sortir, hein. Donc si vous avez travaillé régulièrement, logiquement, il n'y a pas trop de choses que ça à revoir. Bah, revoyez par exemple, vous voyez comment on résout une équation différentielle si vous avez oublié ou des choses comme ça, mais voilà. Normalement, l'essentiel, vous vous en souvenez, vous devez savoir comment on inverse une matrice ou voilà, tout ça, vous n'avez pas dû l'oublier logiquement. Donc reprenez les DS et je veux dire, ne les refaites pas en entier évidemment, mais relisez vos copies surtout, hein. D'ailleurs, pour moi, vos copies plus que le corriger, hein, essayez de comprendre pourquoi il y a du rouge sur votre copie, hein, et puis essayez de progresser, hein, voilà, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On aura l'occasion d'en reparler, hein, enfin, voilà, d'ici le concours blanc. On a encore une semaine, avant le concours blanc, même 10 jours, hein. Donc, voilà. Voilà. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser et puis, souhaiter une bonne après-midi. Alors je ne sais plus si vous aviez, si vous avez d'autres cours après sans doute, hein, mais, entraînez-vous, enfin faites le TD4, hein, je vous enverrai, ah, OK, bah, Lucas, alors, bah, à ce moment-là, on va pas en parler maintenant, peut-être, Lucas, tu m'envoies ta question par écrit, hein, et puis, j'essaierai de jeter un œil, quand j'aurai un petit peu de temps pour, voir ça. OK. Ouais. Alors même si je répète que répondre par écrit à des questions, c'est pas l'idéal, hein, pour moi. Donc, parce que j'ai pas, voilà, quand je tape un mail, hein, j'ai pas toutes mes notations mathématiques avec moi, je n'utilise pas la tech et tout, donc j'ai pas les bons symboles, ça me prend un temps, plus important et puis, des fois, j'ai pas bien compris ce que vous n'avez pas compris. Donc, voilà. Alors que si on est en contact à l'oral, évidemment, vous pouvez me dire vraiment ce que vous n'avez pas compris, hein, donc, mais bon. Voilà. Bien, mais bon, ça vous empêche M'entendez pas là? de m'envoyer oui? Oui, bonjour. Bonjour? Du coup, ma question en fait c'est, on est censé avoir call avec monsieur Bouden ce soir.
Oui, Sauf que là, un problème s'impose. C'est qu'il nous a demandé un créneau, oui, puisqu'il l'a déplacé à demain après-midi. Du coup, on lui a dit mercredi 17h, sauf qu'il a annulé. oui. Et au final, il fait que d'annuler les créneaux qu'on lui propose. Ah, Et là, c'est repoussé à la semaine. Il voulait nous la faire jeudi ou vendredi, donc on a dit non parce que c'est férié. Enfin, ouais. bref. Et là, le problème, c'est que c'est repoussé un peu loin quand même. C'est repoussé à la semaine prochaine et peut-être plus loin encore. Ah bon? Parce que la semaine prochaine, le problème, c'est qu'on ne sait pas si on pourra non plus. Ah, Enfin, d'accord. Bah oui, alors oui, c'est problématique. Je vais essayer de lui envoyer un mail. D'accord. Parce que alors déjà la semaine prochaine, c'est un peu dommage parce que vous allez avoir déjà enfin, on aura avancé dans le programme. Même si bon, vous avez une colle de maths une semaine sur 2, donc c'est pas dramatique. Mais en tout cas, la semaine qui suit, c'est le concours blanc, donc il pourra pas coller cette semaine-là. Donc ou plus tard, il doit la faire la semaine prochaine, hein, à coup sûr, hein. ouais. Mais bon, heu, bah, je sais pas, quel créneau vous avez proposé, hein. Donc Bah, en fait, on avait proposé demain à partir de 17h, parce qu'on a cours toute la ouais, journée normalement. Et il n'a pas voulu, parce qu'il avait quelque chose. ouais, enfin, Et d'accord. du coup, on lui a proposé aujourd'hui à partir de 15h. Sauf que le problème, c'est qu'il depuis ça, il répond pas aux mails. Ah, J'ai l'impression, entre guillemets, il esquive un peu. d'accord. Bah, écoutez, je vais lui envoyer un mail et puis, parce que moi, il me répond, a priori assez vite. Enfin, ça dépend, s'il est pas devant son téléphone ou son ordi, il me répondra pas, mais, OK, bah, j'essaie de voir ça avec lui, hein, puis je vous tiens au courant alors. Ah, ok, bah, Vous c'est êtes gentil. c'est quel groupe alors déjà? C'est le 7 ça, non? Le groupe 7 le meilleur. Voilà. D'accord, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. OK, très bien, ouais. Léopold, pas d'accord, ouais. Bref. Ça, c'est à revoir, hein. Ouais, ça on en reparlera de tout ça. J'ai la moyenne par groupe de toute façon, donc OK. Non, non, mais en fait, c'est pas vrai. J'ai la moyenne par couleur par contre, mais j'ai pas la moyenne par groupe. Mais OK, très bien, bah, je vais lui envoyer un mail tout de suite parce que ouais, ouais. Donc Bah, merci beaucoup. tu penses il nous a mis oui, alors monsieur Bouden, il m'a envoyé des notes, hein, donc ah non, monsieur Bouden m'envoie toujours ses notes, hein. Celui qui pose, qui entre guillemets, «qui me pose quelques soucis» pour les notes, c'est monsieur Maffre, hein. Donc et malheureusement, monsieur Maff a tendance à égarer les notes. Donc, bref, il y a des fois où je ne les ai pas. Mais, oui, monsieur Bouden, vous a mis des notes. Alors je pourrais pas vous les dire, je vais pas vous les dire là devant tout le monde, hein, mais, voilà. Mais effectivement, lui, il m'envoie ses notes, hein, donc il y a pas de souci, il me les envoie assez vite, hein. Donc il y a juste monsieur Maffre qui, voilà. OK, bah, je vais m'occuper de ça tout de suite, Lucas et puis, je vous tiens au courant si j'ai des nouvelles. Ok, merci. OK, bah, je vous souhaite une bonne après-midi, hein. Bon You après-midi are à now vous. unmuted. Allez, au revoir. Je coupe. You are now muted.